Sur Internet aussi, les températures se refroidissent. Vous l'avez peut-être vu autour de vous. Ça a commencé comme un soap opera à l'automne, quand Wikileaks s'est mis à publier frénétiquement les emails de John Podesta, le directeur de campagne d'Hillary Clinton, pendant un bon mois, juste avant l'élection de Donald Trump. Alors, une fois le scrutin passé, on pensait que les choses allaient se tasser. Après tout, ces dernières années, on a fini par prendre le pli de ces fuites intempestives. Sauf que, début décembre, les États-Unis ont formellement accusé la Russie d'avoir interféré dans la campagne américaine, de l'avoir piratée en quelque sorte. James Clapper, le patron des 17 agences de renseignement, puis Barack Obama himself ont pointé un doigt accusateur vers le Kremlin. Ce vol et ces révélations, disent-ils, sont destinés à interférer avec le processus électoral américain. De telles activités ne sont pas inédites pour Moscou. Les Russes ont utilisé des tactiques et des techniques similaires à travers l'Europe et l'Eurasie pour influencer les opinions publiques locales, par exemple. Voilà, ça campe un peu le décor. Et puis l'affaire a pris une tournure très concrète il y a quelques jours, quand Barack Obama a ordonné l'expulsion de 35 diplomates russes et leurs familles à la veille de la nouvelle année. Aller simple pour Moscou en guise de représailles. Alors ça ne s'arrête pas là, parce que ces derniers mois, la Russie aurait hacké de multiples cibles occidentales, dont c'était quelques-unes, TV5 Monde, le Bundestag, donc le Parlement allemand, ou encore, dernier exemple en date, l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui est basée à Vienne. Alors, dans la presse ou dans la classe politique, on parle beaucoup, de plus en plus, de cyberguerre froide, même on ressort les bottines à zip et les chapkas. Alors, puisque les voies du réseau sont parfois impénétrables, j'ai invité Kevin Limonier pour en discuter sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Alors, Kevin Limonier, vous êtes maître de conférence en études slaves et en géopolitique à l'Université de Paris 8 et titulaire de la chaire Castex de cyberstratégie. Pas titulaire. Alors, pas titulaire, pardon, c'est moi qui je m'emballe. Vous êtes membre donc, de la chaire Castex de cyberstratégie à l'Institut des hautes études de la défense nationale. J'avais une première question qui était assez simple, qui allait permettre de déminer le sujet assez vite. Est-ce que, selon vous, on est effectivement entré dans une période de cyberguerre ou de cyberguerre froide, comme on le lit et comme on l'entend un peu partout? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on est entré dans une période où le cyberespace joue un rôle géopolitique éminent. Ça, c'est une évidence, on le voit dans l'actualité depuis bien longtemps maintenant. Et d'ailleurs, on peut dire que les Russes n'en sont pas à leur coup d'essai, parce que la première cyberattaque russe remonte à 2007. Donc c'était il y a déjà fort longtemps, il y a 10 ans. Est-ce qu'on est rentré dans une cyberguerre froide? Oui, je dirais, dans la mesure où le cyberespace, au contraire de l'espace géographique, est un espace virtuel. Gibson, qui était l'inventeur du terme cyberespace dans les années 80, parlait, lui, d'hallucination collective. On est un peu là-dedans, dans la mesure où il n'y a rien de tangible dans le cyberespace. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est très difficile de savoir qui vous attaque, voire pratiquement impossible. On peut prendre le visage de n'importe qui, on voit les vols d'identité, toutes ces choses-là, c'est monnaie courante sur Internet aujourd'hui. Un État peut exactement faire la même chose. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut se poser la question de savoir si on n'a pas plusieurs versions de la réalité, en fait, qui cohabitent ou qui s'affrontent, version américaine, version russe, version française ou que sais-je. Et là, oui, on serait dans une sorte de guerre froide, parce qu'on revient à un affrontement idéologique. On revient à plusieurs vérités qui s'affrontent, qui se confrontent. Voilà moi ce que je peux dire là-dessus. La coexistence de plusieurs régimes de vérité est une notion très à la mode en ce moment. On aura l'occasion d'y revenir par la suite. Alors pour celles et ceux qui nous regardent, j'en parlais brièvement dans le lancement, mais est-ce qu'on pourrait revenir sur cette série d'incidents numériques, appelons ça comme ça, qui ont émaillé notamment la campagne américaine et qui font aujourd'hui l'objet de la plupart des commentaires, juste voilà, pour que tout le monde ait un peu la chronologie des événements depuis quelques mois. Oui, en résumé, on parle aux États-Unis. Alors moi, je suis spécialiste de la Russie, pas des États-Unis, mais bon, bien évidemment, je suis amené à m'intéresser à la chose le doigt accusateur assez fortement. Vers Moscou. Bien évidemment. Le rôle de Wikileaks dans la divulgation des emails de la campagne d'Hillary Clinton a été un coup de tonnerre aux États-Unis. Le fait d'avoir pointé du doigt très rapidement les Russes pour cette histoire, puis ensuite des piratages en série attribués aux Russes ou non, comme celui dont on parlait tout à l'heure de l'OSCE, de toutes ces choses-là. Enfin, pour refaire la chronologie, on pourrait dire qu'il y a eu une montée en puissance depuis quelques mois de la Russie en tant que coupable idéal. Alors, je ne suis pas en train de me faire l'avocat du diable, mais je dis simplement que pointer du doigt dans le cyberespace, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, est très difficile et que attribuer une attaque dans le cyberespace est une question avant tout politique.
je dirais que ça relève presque de la science occulte, dans la mesure où apporter les preuves formelles que quelqu'un a attaqué une infrastructure, c'est extrêmement compliqué, parfois même à la limite de l'impossible. Et on voit d'ailleurs que les documents que les Américains ont déclassifiés la semaine dernière, justement en représailles aux attaques russes, beaucoup d'experts en cybersécurité les voient avec beaucoup de perplexité, ces documents. Donc même les preuves que les Américains apportent, eux, ne suffisent pas à incriminer directement les Russes ou n'importe qui d'autre. Parce que c'est vrai que la question de l'attribution, elle est centrale, elle revient à chaque fois qu'il y a une attaque informatique. Ouais. Alors, vous parliez de l'exemple de TV5 Monde, enfin on n'en parlait pas d'ailleurs, c'est moi qui en parlais dans mon lancement, mais sur l'exemple de TV5 Monde, c'était assez éclairant, parce qu'au début, les regards se sont tournés vers un cybercalifat. Et puis assez rapidement, les enquêteurs, l'ANSSI, etc. ont dit attendez, en fait, non, c'est pas du tout un cybercalifat, c'est un espèce de prête-nom, et on suspecte plutôt les Russes. Alors effectivement, on a vu que les États-Unis ont commencé à déclassifier certains documents, qu'il y a des auditions qui se succèdent. Au moment où on parle, il y a James Clapper, qui est encore pour quelques semaines le coordinateur national du renseignement américain, qui est auditionné, qui réclame une montée en puissance significative des services de renseignement américains pour contrer cette ingérence russe. Ils ont publié, le département de la sécurité intérieure, qui est l'équivalent de notre ministère de l'Intérieur, et le FBI ont publié un espèce de rapport commun où ils détaillent ce qu'ils appellent l'opération Grizzly Steppe. On reviendra un peu plus tard sur les raisons pour lesquelles on appelle ça comme ça, où ils affirment de manière relativement sûre quand même, enfin, les termes employés sont assez forts, que les Russes ont bien ingéré dans la campagne américaine. Je vais faire mon Jean-Michel Apathy face à Mediapart. Où sont les preuves? Quelles sont les preuves? C'est ça, les preuves, elles sont très... en tout cas, on ne les a pas encore vues, ces preuves-là. Alors après... Quel est le faisceau d'indices? Parce que c'est vrai qu'on est souvent obligé de se contenter d'un faisceau d'indices. Là, on a un faisceau d'indices concordants qui quand même pointe vers Moscou, d'après ce que nous en disent les Américains, encore une fois. Il n'y a à ma connaissance aucun hacker ou quoi que ce soit qui ait révélé des indices que les Américains n'auraient pas eux-mêmes révélés qui tendraient à incriminer les Russes. Ce qui veut dire que la ressource primaire, l'information, reste entre les mains du gouvernement. Et comme je le disais tout à l'heure, le cyberespace étant un espace virtuel où chacun peut prendre l'identité de tout le monde, de n'importe qui, les Américains, comme les Russes, comme n'importe qui, peuvent dire à peu près ce qu'ils veulent. Maintenant, le faisceau d'indices concordants, il est très intéressant parce qu'il ne se situe pas au niveau technique, mais au niveau politique. L'attribution, c'est une question éminemment politique, c'est même d'ailleurs pratiquement exclusivement politique. Le faisceau d'indices concordants, on le trouve si on considère que les cyberattaques dont les États-Unis ont été la cible intègrent ce qu'on pourrait appeler la guerre informationnelle ou l'intervention de médias russes notamment en faveur de la campagne de Trump aurait pu avoir un impact sur l'électorat américain. On n'en sait rien, ça reste à prouver, il faudrait des métriques et des choses il faudrait des travaux de sociologie quantitative extrêmement poussés pour arriver à prouver ça, mais ce qui est sûr, c'est que les Russes investissent depuis des années dans un appareil médiatique, informationnel extrêmement perfectionné, extrêmement bien doté budgétairement, et que ceci fait partie d'une stratégie globale d'influence numérique que les Russes ont mise en place sous le nom de guerre informationnelle. Et là, je fais un petit aparté, mais pour dire que quand on parle de cyberespace, on est dans une représentation très occidentale et très américaine. Alors on y reviendra par la suite. D'accord. J'ai juste une question de Jean Gabriel, alors qui a visiblement des éléments très concrets que vous pourrez ou non corroborer, qui me disait l'activité des hackers chinois agissant contre les États-Unis s'est réduite de 90% depuis 2 ans au profit d'autres pays comme la Russie ou des pays du Moyen-Orient. Peut-on y voir une future alliance entre les États-Unis et la Chine? Alors, n'étant ni un spécialiste des États-Unis ni de la Chine, je me garderais bien de dire des bêtises. En tout cas, ce que je peux dire sur la position de la Russie dans cette histoire-là, entre US et Chine, c'est que diplomatiquement, en tout cas, les Russes et les Chinois partagent quand même un certain nombre d'intérêts communs dans le cyberespace. Ils ont tous les deux signé un code de bonne conduite dans le cyberespace, on ne s'attaque pas, etc., etc. Ils sont en train de construire d'immenses data
data centers en Sibérie, parce qu'en Sibérie il fait froid, donc forcément ça demande moins d'énergie pour refroidir les serveurs. D'immenses data centers en Sibérie pour héberger les données des internautes chinois, une sorte de grand frigo dans lesquels les Chinois pourraient mettre leur disque dur. Donc il y a des intérêts extrêmement forts entre la Chine et la Russie. Maintenant, entre les États-Unis et la Chine, faut voir ce que va donner en fait le début de la présidence Trump. Mais c'est bon, voilà. Encore une fois, là, je sors de mon rôle de chercheur pour m'exprimer sur ce qu'on peut faire. Nous ne sommes pas sur BFM TV. Non, je sais, mais là, j'ai pas de. Non, il faut voir ce qui va se passer avec Trump. En gros, c'est ça. Oui, ça va quand même aussi rebattre les cartes forcément. Oui, quand on voit quand même que bon, pour la première fois avec le président élu, elected president comme ils disent, bon, il a appelé le président taïwanais, ce qui ne s'était pas fait depuis. Puis alors par ailleurs, même sur des années, sur cette question-là, c'est intéressant de noter que Trump fait par exemple plus confiance à un Julian Assange qui assure que la source de WikiLeaks n'était pas russe, qu'aux agences de renseignement. Exactement. Envers lesquels il manifeste la plus grande circonspection. Ça aussi, c'est assez intéressant à souligner. Alors, on va revenir effectivement à cette question de vision très différente du cyberespace. Alors, dans ce petit livre dont je n'ai pas parlé, qui est juste ici, qui s'appelle « Russie vers une nouvelle guerre froide », donc, qui a été publié à la documentation française il y a quelques semaines, où vous développez toute cette question liée au cyberespace, et vous expliquez que les conceptions occidentales et russes de sécurité du cyberespace diffèrent sensiblement. En gros, les États-Unis et l'Europe verraient le cyberespace comme un espace distinct, indépendant, là où la Russie verrait un espace informationnel qui serait un espèce de tout indivisible dans lequel finalement la dimension des attaques informatiques ne serait qu'un élément parmi d'autres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette différence de doctrine et les conséquences que ça peut avoir? Alors voilà, parce que justement, commencer par les conséquences avant d'expliquer, parce que ça permettra de mettre en perspective. La conséquence, c'est que quand on parle de cyberattaque, on ne parle pas de la même chose que l'on soit à Washington, que l'on soit à Moscou, ou même d'ailleurs que l'on soit à Paris. Parce que les Français aussi ont leur propre conception, qui est assez liée à celle des Américains, mais qui quand même en diffère sensiblement. Les Occidentaux, on va dire, considèrent effectivement le cyberespace, ou en tout cas l'ensemble des réseaux numériques interconnectés d'échange de données, considèrent cet ensemble-là, donc comme ils le nomment en tant que cyberespace, ils le considèrent effectivement comme une sorte de dimension à part, même dans la pensée stratégique, c'est-à-dire une nouvelle dimension opérationnelle à côté de air, terre, mer, espace extra-atmosphérique. Donc c'est une sorte de 5e dimension opérationnelle. Il y a beaucoup de militaires qui travaillent là-dessus aujourd'hui, ou en tout cas on voit le cyberespace comme un espace à part dans lequel tout est régi par la technique. Ça, c'est la conception, on va dire, basique, qui s'est développée ces 20 dernières années. Chez les Russes, on ne parle pas de cyberespace. D'ailleurs, la doctrine russe ne fait pas référence... Est-ce qu'il y a un mot même en russe pour désigner... Est-ce qu'il y aurait un mot en russe pour désigner ce que nous, on appelle la cyberguerre? En fait, alors, le truc, c'est que cyberespace, on pourrait trouver un néologisme qui serait kyberprostranstvo, qui serait cyberespace, mais ça s'emploie très très peu en russe. Les Russes emploieront le mot de informationnel prostranstvo, c'est-à-dire espace informationnel. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que là où les Occidentaux vont, eux, se concentrer sur les aspects techniques du réseau, les Russes, eux, insiste sur l'information, c'est-à-dire non pas sur le contenant, mais sur le contenu, non pas sur les câbles, mais ce qui passe dans les câbles, au sens qualitatif, quantitatif, etc. Ce qui fait que la doctrine russe considère que la radio, par exemple, la presse écrite, la télévision, font partie de l'espace informationnel. Alors que nous, si on veut dire que la télévision fait partie du cyberespace, il faudrait d'une certaine manière qu'on soit sur une télévision numérique. Parce que ça passe avec sur des câbles numériques. Ici, nous sommes sur le cyberespace. Alors là, on est dans le cyberespace, effectivement. Mais au-delà de cette distinction, elle est très importante parce que pendant des années, en fait, les Américains et d'ailleurs même l'OTAN n'ont pas compris quelle était la position des Russes vis-à-vis de la cybersécurité. Pendant des années, les Américains, l'OTAN, ont pensé que la cybersécurité, c'était surtout la lutte contre des malwares, la lutte contre des groupes mafieux, mais lutte technique, j'entends, oui, avec des choses extrêmement pointues. Voilà, c'est le phishing, toutes ces choses-là.
Sauf qu'au fur et à mesure, en fait, l'appareil médiatique russe est monté en puissance, que tout ça a été combiné dans des doctrines globales par les Russes qui sont très très bien charpentées, et qu'on est arrivé à des offensives hybrides. Hybrides dans le cyberespace, c'est-à-dire des offensives qui peuvent être des offensives effectivement de malware en tout genre, qui peuvent être des offensives qui peuvent amener à des fuites de documents comme on l'a vu aux États-Unis avec le Congrès démocrate, et qui peuvent être aussi une offensive informationnelle, c'est-à-dire une offensive, on pourrait dire, de propagande. Hein. C'est le front de l'information, et ça, cette notion de front d'information, elle nous vient même de la Seconde Guerre mondiale, hein, de l'époque de ce que les Russes appelaient la Grande Guerre patriotique, où on avait des unités qui étaient sur le front de l'information pour lutter justement contre la propagande ennemie. C'est-à-dire qu'en fait, Russia Today et les attaques informatiques marchent main dans la main dans l'esprit des Russes. C'est les deux facettes d'une même pièce. Oui, ce sont les deux facettes d'une même pièce, et surtout, en fait, ce sont les deux facettes de l'espace informationnel. Et d'ailleurs, quand on lit la doctrine, c'est assez clair. Hein. Alors, pour revenir quand même un peu sur on va dire entrer dans le dur de ces groupes de hackers russes qui, malgré tout ce qu'on dit, existent quand même, ont une vraie forme. Donc il y a plusieurs études qui ont été menées, des experts informatiques ces derniers mois qui ont incriminé, notamment deux groupes dont on a parlé plus que les autres, qui sont d'un côté FanCyber, qui seraient les plus agressifs, qu'on appelle aussi APT28, et qui seraient plus liés au GRU, qui est le renseignement militaire. Et de l'autre, on aurait COSIBER, APT29, lié au FSB, qui est le successeur du KGB. Qu'est-ce qui fait la spécificité de ces hackers russes ? Alors, la spécificité des hackers russes, elle est multiple. Elle vient d'abord de l'époque soviétique, en fait. Alors, c'est un lieu commun de dire que les Russes sont forts en échecs, en maths, ce genre de choses. Bon, on va s'éloigner très très vite des lieux communs. Mais ce qui est sûr, c'est que l'éducation soviétique avait cet avantage d'avoir une formation. On avait une formation de mathématiques extrêmement poussée. Et le niveau aujourd'hui moyen des Russes en mathématiques est assez supérieur en fait à celui de la plupart des pays occidentaux. Leur niveau de maîtrise des mathématiques, niveau de maîtrise du code informatique est lui aussi supérieur. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de l'Union soviétique ? On a eu énormément d'ingénieurs en cybernétique, nucléaire, qui se sont retrouvés sur le carreau, qui avaient des compétences, beaucoup sont partis, beaucoup sont restés, mais ceux-là, il a bien fallu qu'ils mangent. On a vu apparaître dans les années 90, au fur et à mesure qu'Internet se développait dans le monde occidental, des groupes mafieux russes, notamment à Saint-Pétersbourg, qui ont commencé à extorquer des fonds sur Internet à partir de la fin des années 90. Il y a eu notamment une affaire célèbre, celle du Russian Business Network, qui n'a jamais été résolue à fond, puisqu'on n'a jamais arrêté les véritables commanditaires. C'était une entreprise mafieuse d'extorsion de fonds. Et donc, cette base des années 90 de groupes mafieux, c'est déjà une caractéristique extrêmement importante, couplé au niveau général des Russes en informatique. Aujourd'hui, il est très difficile de savoir si derrière APT28, APT29, on a effectivement des gens du GRU, si on a des gens du FSB, je veux dire des salariés. Hein. Parce que j'ai justement une question de Ben qui demande quels sont les liens connus entre les groupes COSI et FanCyber avec les autorités russes. Alors voilà, mais c'est là qu'en fait le bas blesse, puisqu'il est très très difficile d'avoir la moindre information là-dessus. Ce ne sont que des recoupements, encore une fois, et on en revient à ce qu'on appelait à l'époque de la guerre froide la kremlinologie, c'est-à-dire essayer de deviner tout ce qu'on ne sait pas, ce qui est caché derrière les murs du Kremlin. Ça marchait très bien. Discipline qui va revenir à la mode. Qui va revenir à la mode, et ça va être très bien. Hein. On va beaucoup s'amuser avec ça. Mais par exemple, Condoleezza Rice, c'est une kremlinologue de formation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est impossible pour le moment de prouver quoi que ce soit sur les liens entre APT28, APT29 et le GRU et le FSB. Il y a des indices techniques qui seraient très longs à expliquer ici, mais on ne sait pas si ce sont des liens informels, si ce sont des officiers du renseignement qui ont commandité des groupes mafieux hérités des années 90, si ce sont d'anciens groupes mafieux repentis qui se sont fait payer grassement par le FSB, enfin, il y en a quelques-uns, on le sait. Voilà, donc en fait, toutes les hypothèses sont valables pour le moment, en tout cas. Et ça, à mon avis, on le saura dans quelques années. Après, en étudiant un peu en profondeur
la sociologie de la Russie contemporaine, comment les gens trouvent du travail. On arrive un peu à voir quelle pourrait être la position de quelqu'un qui est très fort, qui est très fort en hacking, en codage, toutes ces choses-là. Comment il pourrait rentrer dans ces groupes-là. Mais est-ce que ça s'est fait par le biais criminel? Est-ce que ça s'est fait par le biais officiel? C'est bien malin qui pourra le dire. Hein. Alors, en tout cas, le dire formellement. Est-ce qu'en se penchant sur leur mode opératoire, ça peut nous donner quelques indices? Parce qu'on sait que c'est un mode opératoire qui n'est pas nouveau. Hein. On a beaucoup parlé effectivement du hacking, des emails de John Podesta, qui était le directeur de campagne d'Hillary Clinton. C'est une tactique qui a été mise au point il y a déjà assez longtemps. On a eu les exemples estoniens en 2007, géorgiens en 2008, ukrainiens en 2012, 2014, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce mode opératoire et comment il s'est manifesté sur ces trois terrains-là, notamment parce que ils sont très différents ils sont très différents et ça a été des marqueurs assez importants dans la chronologie. Exactement. Et d'ailleurs, alors, pour le cas estonien en 2007, je rappelle le contexte, une statue mémoriale de l'Armée rouge qui était dans le centre-ville de Tallinn, hein, la capitale estonienne, sur décision de la mairie, est déplacée un peu à l'extérieur de la ville. Ça a créé un tollé, pour des raisons historiques extrêmement compliquées sur lesquelles je n'aurai pas malheureusement le temps de revenir ici, mais en gros, les Estoniens considèrent l'Armée rouge comme une armée d'occupation et non pas comme une armée de libération, sauf qu'il y a une grosse minorité russophone en Estonie et qu'en Russie, une véritable campagne a été déclenchée, campagne médiatique à l'encontre des fascistes de Tallinn, j'en passe et des meilleurs. Quelques jours plus tard, les infrastructures gouvernementales estoniennes sont mises à plat par une attaque par déni de service, DDoS. Ce qui est intéressant, c'est que l'Estonie est un pays qui, déjà en 2007, était un pays ultra connecté. C'est aujourd'hui encore plus le cas. Je veux dire, aujourd'hui, en Estonie... Cette fameuse citoyenneté numérique. Il y a la citoyenneté numérique. Vous avez une carte d'identité et vous pouvez tout faire. Vous avez accès à tous vos prêts bancaires, enfin tout. Donc, si ça se reproduisait aujourd'hui, cette attaque, ça serait catastrophique. Ouais. Voilà, exactement. Ça a été le premier mode opératoire qui a été utilisé. Mode assez classique. Pendant la guerre Russie-Géorgie d'août 2008, là, on était sur un mode opératoire. Alors, pour revenir juste à l'Estonie, les Russes n'ont jamais officiellement revendiqué. Officiellement, l'armée russe, le gouvernement russe, personne n'est impliqué. Il semblerait qu'on ait affaire ici à des hackers politisés, puisque l'affaire a fait beaucoup de bruit en Russie, des hackers politisés, plus ou moins proches, éventuellement, de groupes mafieux, ceux dont je parlais tout à l'heure, et qui se sont sentis lésés et qui ont décidé d'attaquer l'Estonie. Sauf que quand vous faites une attaque de DDoS de cette ampleur, il vous faut des ressources qui sont manifestement les ressources qui ont été mises à la disposition de ces gens-là par un État. Voilà. Ensuite, donc août 2008, la guerre russo-géorgienne, là on est dans des cyberattaques essentiellement conduites par l'armée, puisqu'on était en guerre ouverte. Il y a eu aussi des malwares, il y a eu des hackers russes qui s'en sont pris aux infrastructures géorgiennes. Mais enfin bon, on était vraiment là sur un mode opératoire où le cyberespace, c'est une 5e dimension opérationnelle à côté de l'air, de la terre, mer et toutes ces choses-là. Et puis, on a le mode opératoire qui a été utilisé notamment en Ukraine, dans une centrale électrique de l'ouest ukrainien, une cyberattaque qui a privé plusieurs centaines de milliers, je crois, de foyers pendant près de 24 heures. C'était il y a 2 ans, si mes souvenirs sont bons, 1 an ou 2. Là, on a affaire à une campagne qui est symptomatique des Russes. C'est une campagne de phishing, tout simplement. C'est-à-dire qu'en gros, on envoie un mail à une personne et on la persuade très subtilement de cliquer sur ce lien. Et après, il se passe ce qui doit se passer. Là, comment ça s'est passé dans cette centrale électrique ukrainienne? En gros, le type qui était dans la centrale a reçu un mail du département de communication de la Rada, c'est-à-dire le Parlement ukrainien. Mail du département de communication qui dit « Bonjour, veuillez trouver ci-joint, en pièce jointe Excel, les nouveaux tarifs de l'électricité pour l'année à venir. » Cordialement. Qu'est-ce qu'il fait le gars? Il clique sur la pièce jointe Excel. C'est pas le phishing mal fait où on va cliquer sur ce PDF. Pas du tout. Qui sent le scam voilà, là on est dans de l'ingénierie sociale de très haut niveau. Ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, c'est justement cette propension à tromper l'humain plutôt que la machine. Et c'est une des caractéristiques essentielles aujourd'hui des hackers russes, puisque il semblerait que APT28, APT29 soient rentrés dans les systèmes
du Congrès démocrate américain, après une campagne justement d'ingénierie sociale extrêmement aboutie, puisqu'il s'agit de mails ciblés vraiment à la personne près. On près. fait tomber les digues les unes après les autres. Exactement. On peut même le point faible. Oui, ensuite, on peut vous envoyer un mail en vous disant bonjour, je suis journaliste à tel journal, j'ai été recommandé, on m'a recommandé à vous, monsieur Untel que vous connaissez m'a recommandé à vous. Merci de trouver mon CV en pièce jointe l'interview et voilà. Et si vous regardez pas que dans l'adresse mail, au lieu d'être je sais pas moi un O, il y a un 0, voilà, c'est aussi bête que ça. Et là c'est le mode opératoire le plus intéressant et c'est celui qui est le plus développé aujourd'hui parce que dans nos pays occidentaux, en France notamment, mais également visiblement aux États-Unis, il y a une carence énorme de sensibilisation, ne serait-ce qu'aux bases élémentaires de la cybersécurité. Alors justement par rapport à ça fait 2 fois qu'on me pose la question, je n'avais pas vu la première, mais je saisis la deuxième au bon. Encore Ben qui nous dit l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité et systèmes d'information, qui est un peu le pompier des services informatiques de l'État, a récemment briefé les grands partis politiques français sur les mesures informatiques à prendre pour se protéger. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des craintes d'ingérence dans la campagne présidentielle de 2017, sachant qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on entend et qu'on n'entend pas qu'en France. On l'a entendu en Allemagne, on l'entend dans d'autres pays. Maintenant, c'est effectivement toujours cette espèce de menace russe qui planerait sur tous les scrutins européens. Pourquoi pas? Après, il faut voir que, à mon avis, ce genre de cyberattaques, si elles sont bien le fait des Russes, bien évidemment, ça remonte très très haut dans la hiérarchie, voire au premier intéressé, et que celui-ci, donc Vladimir Poutine, pour ne pas le nommer, quand je dis Vladimir Poutine, c'est pas lui, c'est ses conseillers, c'est le premier cercle rapproché. Vladimir Poutine, nous le savons, est quelqu'un qui agit par opportunisme, c'est-à-dire s'il y a une opportunité qui se présente, que cela conforte l'agenda politique, il la saisira. Maintenant, il faudrait savoir qu'est-ce que les pirates russes les hackers russes pourraient aller trouver dans les serveurs de je ne sais qui, de quelques candidats que ce soit, et qu'est-ce qu'ils pourraient en retirer. En gros, l'idée, c'est de savoir quels sont les dividende politiques que l'on pourrait retirer de telles attaques. On peut avoir beaucoup d'imagination et imaginer plein de choses, parce que justement, en termes de cyberattaque, la frontière est extrêmement... le spectre est extrêmement large. Voilà. Justement, par rapport à cette histoire de dividendes, moi, quand j'ai écrit un billet de blog lundi sur la question, je me posais la question, du coup, je me permets de vous la répercuter. Est-ce que finalement, ce qui intéresse le plus le Kremlin avec ces attaques informatiques, c'est le bénéfice technique qu'ils vont pouvoir en tirer? C'est-à-dire que, par exemple, en Ukraine, on met à plat l'infrastructure pendant un certain temps. Ça a été déjà fait aussi par d'autres pays. On a des exemples de faire tomber les défenses aériennes d'un pays pendant un certain nombre d'heures pour ensuite mener un raid éclair. Ça a pu être fait en Syrie par les États-Unis il y a quelques années. Est-ce qu'ils cherchent plutôt ces bénéfices techniques ou est-ce que finalement, ils n'ont pas aussi un bénéfice à tirer de tout le bruit médiatique qui va entourer ces attaques, qu'ils soient vrais ou pas. Je reprends encore l'exemple du Washington Post avec cette centrale du Vermont qui est donc, pour récapituler rapidement l'histoire, en début de semaine, le Washington Post publie un article pour dire qu'il y a eu un piratage russe d'une centrale électrique dans le Vermont. Le sénateur de l'État monte au créneau, l'affaire s'emballe, etc. Et puis en moins de 24 heures, il publie un deuxième article pour se dédire en expliquant que finalement c'était ni un piratage russe, ni même vraiment un piratage, puisqu'en fait c'était juste un malware retrouvé sur un ordinateur qui n'était pas connecté au réseau. Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour Moscou dans cette situation-là? C'est très intéressant comme question parce qu'en fait, j'ai oublié de préciser quelque chose sur la cyberattaque ukrainienne. C'est qu'on a de gros doutes en fait aujourd'hui sur le fait de savoir si les Russes ont véritablement réussi à activer leur attaque à distance ou si un commando ne s'est pas introduit dans la centrale et a tout simplement aidé la chose. Ce qui ferait que nous ne serions plus dans une cyberattaque stricto sensu, mais dans autre chose. C'est-à-dire une attaque de type classique maquillée en cyberattaque. Et à partir de ce moment-là, on peut se poser effectivement la question des dividendes que Moscou entend empocher dans cette cyberguerre. Les dividendes techniques peut-être, sans doute. J'imagine qu'il y a des retours d'expérience, qu'on s'améliore, comme dans toutes les armées du monde, si nous avons affaire à des services officiels. En revanche, oui, les dividendes politiques, eux, sont bien plus importants dans la mesure où
ces cyberattaques sont aussi l'occasion pour Moscou, effectivement, comme vous l'avez dit, d'occuper la scène médiatique, de tester nos capacités de réaction. C'est un peu comme ces affaires qui existent depuis quelques temps maintenant, de bombardiers russes, de bombardiers stratégiques russes qui survolent, l'espace à maintes aérien reprises. Ou les navires de guerre qui passent à proximité des câbles. Voilà, les Internet, espaces aériens français, enfin qui sont à la lisière des espaces aériens français, britanniques, japonais, et qui en fait sont là déjà pour faire parler d'eux. Comme ça on parle de la Russie, c'est pas mal. Et d'autre part, pour tester notre vitesse de réaction, combien de temps on fait décoller nos rafales. Alors du coup, ils testent autant la vitesse de réaction technique que la vitesse de réaction médiatique. Alors la vitesse de réaction technique, ça il faut voir, on n'a pas encore assez d'informations pour savoir ça, en tout cas dans le cyberespace. Et on voit que la vitesse de réaction médiatique, elle est instantanée. La vitesse de réaction médiatique est instantanée, et surtout, il faut bien voir que la Russie aujourd'hui est dans une situation économique assez exsangue depuis un certain temps maintenant, que Vladimir Poutine, ou en tout cas l'équipe dirigeante aujourd'hui est d'une certaine manière dans une fuite en avant depuis l'annexion de la Crimée, fuite en avant patriotique depuis l'écroulement du rouble il y a maintenant quelques temps, et que les cyberattaques sont aussi un moyen comme un autre de faire valoir ce grand retour de la puissance russe, qui est un thème majeur de la politique russe, mais qui est un thème majeur aussi de la politique extérieure et non pas simplement intérieure, puisque c'est aussi capitalisé sur le symbole d'un pays qui est désormais un pays incontournable sur la scène internationale, qui est un pays innovant, qui est un pays qui a désormais des armes, des cyberarmes beaucoup plus performantes que les autres. Donc oui, les dividendes sont d'abord politiques. Et alors, est-ce que, par rapport à tout ce qu'on se dit là, est-ce qu'on peut estimer qu'aujourd'hui, la Russie ou les hackers russes ont un coup d'avance par rapport aux Occidentaux? Où on a l'impression que la doctrine, on se le disait avant de commencer l'émission, que la doctrine américaine en la matière avait été un peu chamboulée ces dernières années. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement... Je ne sais pas s'ils ont un coup d'avance, mais en tout cas, ils ont beaucoup plus d'imagination que nous. Et ça tient peut-être encore lieu à la structure des élites qui s'occupent de ça. Peut-être aussi une question de génération. Les gens qui, en Russie, sont sans doute derrière ces attaques-là sont des gens jeunes, à mon avis. Il doit y avoir quelques personnes qui doivent dépasser la quarantaine, cinquantaine, mais très peu. On a affaire à des trentenaires, voire à des gens qui sont dans leur vingtaine, alors que nos politiques à nous sont faites par des gens... un peu plus âgés parfois, mais qui sont peut-être dans une réalité politique autre. Donc je pense que le manque d'imagination est la force, notre manque d'imagination est leur force à eux, de même que notre impréparation à comprendre que la moindre de nos actions sur Internet, la moindre de vos actions, de mes actions, des actions de tout le monde, peut avoir des conséquences, que vos données sont inscrites quelque part, que n'importe qui peut avoir accès à vos mails si vous ne vous protégez pas bien. Vous voyez, il y a aussi ce côté, de prise de conscience individuelle qui est extrêmement important. Je ne dis pas que les Russes sont beaucoup plus consciencieux que nous, mais en tout cas, le niveau général de connaissances en informatique en Russie, pour les gens qui ont accès à Internet et qui s'en servent, est généralement supérieur à celui des pays occidentaux. Et donc, je crois qu'aussi cette idée de sensibilisation est très importante. Alors, sachant qu'en plus, il y a un point qu'on n'a pas évoqué, sur lequel on peut peut-être faire juste une rapide digression, c'est le fait que l'une des autres spécificités de l'Internet russe ou de cet espace informationnel russe, c'est que nous, on utilise Google, ils utilisent Yandex, on utilise Facebook, ils utilisent VKontakte, etc. Donc, ils ont leur propre vision de l'Internet. Ils ont leur propre écosystème. Et puis, ils ont aussi, quelque part, un écosystème qui est pas inféodé aux entreprises américaines. Donc j'imagine que ça doit jouer aussi dans la façon dont on structure une doctrine et dont on va ensuite la déployer. Ce qui fait la force effectivement de la Russie aujourd'hui également dans le cyberespace, c'est qu'elle est une des seules grande puissance mondiale aujourd'hui à pouvoir se proclamer puissance souveraine dans le cyberespace. Ce qui n'est pas le cas de la France. Ce qui est un vœu pieux de beaucoup de pays, dont la France, mais oui, qui est un vœu pieux très loin d'être réalisé. C'est très loin d'être réalisé, malheureusement. Nous sommes dans une situation, nous produisons des données qui sont ensuite traitées aux États-Unis et dont les algorithmes nous sont revendus, ce qui fait penser un peu à une sorte d'économie circulaire coloniale. Vous voyez, la matière première qui part vers
à la métropole et qui est ensuite revendu à prix d'or dans la colonie. Alors que les Russes, eux, effectivement, pour le moment, maintiennent cet écosystème national, qui n'est pas un écosystème, je tiens à le dire, à la chinoise, c'est-à-dire un écosystème qui aurait été bâti par défaut parce que l'Internet chinois est bloqué et que, vu qu'on n'a pas Twitter, il faut bien créer un truc pour le remplacer. Là, non, on a affaire à des acteurs qui se sont développés sur un marché libre et ouvert. Des acteurs extrêmement performants, extrêmement innovants. Yandex, qui est le Google russe, a parfois même un coup d'avance sur Google lui-même dans pas mal de domaines. VK, qui est le Facebook russe VKontakte, lui aussi. Enfin, il y a tout effectivement cet écosystème qui permet aussi aux Russes de dire, quand ils ont accueilli Edward Snowden, parce qu'on n'a quand même pas parlé d'Edward Snowden, quand ils ont accueilli Edward Snowden, de dire mais nous échappons aux grandes oreilles de l'Amérique parce que nous avons nos propres services et parce que depuis maintenant un an, la loi russe oblige tout site internet à stocker sur le territoire de la Fédération de Russie les données des citoyens russes, ce qui a provoqué l'ire totale de Facebook, de Google et d'autres géants qui, bien évidemment, stockaient les données des Russes dans le cloud, quelque part entre la Californie. Parce que ça antagonise encore un peu les positions. Exactement, exactement. On ferme les vannes. Tout à fait. Et d'ailleurs, la Russie n'a pas hésité à bloquer, il y a maintenant quelques mois, LinkedIn, qui est, je crois, à l'heure actuelle toujours bloqué, je crois, parce que LinkedIn ne respectait pas la loi. LinkedIn est inaccessible en Russie. Voilà. Oseront-ils faire pareil avec Google ou Facebook? Ça reste à voir. Mais en tout cas, ils ont une marge de manœuvre qui est beaucoup plus importante que la nôtre, même s'il ne faut pas la surestimer. Ils ont une marge de manœuvre vis-à-vis de ces plateformes, qui sont les leurs, ou en tout cas qui sont des plateformes russes, même si pendant des années, il y a eu des oppositions très fortes entre les patrons de ces plateformes et le pouvoir. Ça, c'est encore une autre histoire, mais là, on rentre dans l'interne. Mais il faut relativiser aussi en disant que les Russes, comme tout le monde, sont tributaires de certains logiciels, type des systèmes d'exploitation type Microsoft. Ils essayent de développer leurs propres OS. Ça reste encore assez difficile aujourd'hui. Ils essayent de développer leur propre hardware. Ça reste encore plus difficile. Donc il faut aussi relativiser cette souveraineté russe dans le cyberespace qui, si elle s'exerce sur la circulation des données, sur les plateformes, ce qu'on appelle les plateformes d'intermédiation, de mise en relation, humain-machine ou humain-humain. Ce n'est pas du tout le cas sur le software ou l'hardware. Alors, outre l'expulsion des diplomates russes dont je parlais tout à l'heure, Barack Obama a annoncé des représailles contre la Russie, et notamment à travers des opérations secrètes. Alors, c'est un peu bizarre de parler publiquement d'opérations secrètes qu'on va mener, mais je me demandais, donc il n'a évidemment pas donné le détail de ces opérations secrètes, mais je me demandais en quoi elles pourraient consister, et puis surtout, est-ce qu'on est face à une escalade, où on a donc un peu la réponse du berger à la bergère, qui pourrait un peu faire penser à la prolifération nucléaire et qui à un moment va obliger les acteurs en présence à s'asseoir autour d'une table pour discuter des modalités. Est-ce qu'on va avoir un Yalta de la cybersécurité parce qu'à un moment, tout le monde aura le doigt sur le bouton rouge et qu'il y aura des risques concrets qui se présenteront? Alors, à savoir quelles sont les rétorsions des Américains, alors, je n'en sais absolument rien, bien évidemment, et je n'ai même pas d'idée précise sur la question, très honnêtement. En revanche, là où c'est beaucoup plus intéressant, c'est sur le parallèle entre le nucléaire et le cyberespace. Ces deux armes, si on peut les appeler comme ça, ces deux types d'armes, partagent cette caractéristique d'être des armes hautement, pour les appeler disruptives. C'est-à-dire que quand on l'utilise, il se passe quelque chose. Non seulement il se passe quelque chose, mais surtout vous mettez à plat l'économie, vous mettez à plat à peu près tout. Aujourd'hui, vu notre niveau de dépendance au numérique, vu comment tout est géré par des réseaux numériques d'échange de données qui sont interconnectés entre eux. Une cyberattaque qui pourrait mettre Internet par terre serait peut-être presque aussi dangereuse qu'une attaque nucléaire. D'ailleurs, j'en profite pour rebondir là-dessus, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est répété très souvent dans la bouche des politiques, que ce soit en France, aux États-Unis, où effectivement on dit nos infrastructures sont de plus en plus mises en réseau, et donc il y a des risques de plus en plus grands que ces infrastructures soient piratées. C'est pour ça qu'en France, on a l'ANSSI qui gère ce qu'on appelle les OIV, qui sont des opérateurs d'importance vitale, qui sont de plus en plus nombreux et qui sont comme ça sous protection un peu
des services informatiques de l'État pour se prémunir contre ce genre de choses. Donc effectivement, on est dans une situation où les conditions sont de plus en plus réunies pour qu'on ait des attaques d'ampleur avec des conséquences de plus en plus grandes. Et politiquement, l'impact est le même. C'est-à-dire que de plus en plus on va aller vers l'avenir et plus, quand on entendra parler de cyberattaques, les gens, l'opinion publique comprendra ce que ça implique. Il y a quelques années, personne ne savait. En 2007, quand l'Estonie s'est fait attaquer, personne ne savait. Ça avec des yeux écarquillés, on se demande ce qui se passait. Aujourd'hui, on commence à savoir ce que ça pourrait faire. Quand on a eu la cyberattaque sur les DNS de DYN aux États-Unis, il y a peut-être 4 mois de ça, qu'une partie de l'Internet américain a été coupée pendant de courts instants. Là, on a commencé à voir ce que ça pourrait faire, une vraie cyberattaque. On l'a vu avec alors on va renverser un peu la polarité, mais on l'a vu avec le ver Stuxnet, qui avait été développé par les Américains avec Israël, ce qu'ils ont d'ailleurs fait assez exceptionnel. Ils l'ont reconnu quelques années plus tard par une fuite un peu orchestrée dans le New York Times, et qui avait mis à plat le programme nucléaire iranien, parce que finalement c'était la meilleure façon qu'ils avaient trouvée pour saboter ce programme nucléaire auquel ils ne souscrivaient pas du tout. Donc là, on l'avait vu aussi à travers cet exemple-là. Mais du coup, est-ce qu'on peut imaginer qu'à un moment, alors je pense notamment à les États-Unis, la Russie, la Chine possiblement, puissent être obligés de mettre au point des modalités? Parce que ce qui a été frappant aussi là, avec l'exemple américain, c'est que tout le monde s'est demandé quelle allait être la réponse des États-Unis dans la mesure où les règles d'engagement, si j'ose dire, ne sont pas aussi claires et écrites et gravées dans le marbre que dans un engagement traditionnel où on dit, ben voilà, ça c'est un casus belli. Ou qu'elles peuvent l'être en France aussi, puisque le nouveau livre blanc de la défense français stipule que si un pays organise une attaque sur des infrastructures critiques françaises, nous avons le droit de répondre en utilisant des armes conventionnelles. Voire même, si on lit entre les lignes, peut-être des armes nucléaires. Bon, il faut pas extrapoler, mais effectivement, ce qui est extrêmement préoccupant dans cette histoire, c'est encore une fois l'attribution. Parce que si demain un pays se fait attaquer de manière extrêmement sérieuse, qu'une partie de ses systèmes vitaux sont mis à plat, je ne sais pas, un réseau de distribution d'eau, ce qu'on veut, ça va devenir de plus en plus facile dans les années à venir, qui accuser ? L'attribution est aussi une ressource symbolique pour les élites qui en font l'usage. C'est-à-dire qu'accuser un tel plutôt qu'un tel, sans avoir de preuves extrêmement tangibles, c'est aussi se conforter par rapport à son propre agenda. Accuser un tel peut aussi être l'occasion de soit se maintenir dans une position de pouvoir, soit acquérir plus de pouvoir, soit plus d'argent, enfin ce que vous voulez. C'est d'ailleurs la question qu'on peut se poser légitimement quand Hillary Clinton accusait les Russes. C'était aussi dans son intérêt. Je ne dis pas qu'elle ment, je n'en sais rien, mais en tout cas c'était dans son intérêt à elle d'accuser les Russes. Comme d'ailleurs, il était dans l'intérêt des Russes d'être accusés. Vous voyez, donc, oui, on a l'impression que dans cette situation, tout le monde gagne un peu au change. Exactement, parce que tout le monde gagne au change. Les Russes peuvent faire un peu le chat qui fait le gros dos en disant voilà, regardez, on expose un peu notre puissance. C'est le fait même, c'est le fait même d'être dans un espace virtuel où tout est relatif et où l'identité de chacun peut être changée et modifiée en très peu de temps. Du coup, chacun arrange la vérité à sa sauce. Et là, on revient à ces histoires de post-vérité, mais qui sont extrêmement préoccupantes parce qu'effectivement, si demain il y a des règles d'engagement, elles vont devenir de plus en plus strictes. Que faire si un État ou un gouvernement ou une personne en particulier accuse un tel parce que c'est en cohérence avec son agenda politique? Que faire s'il y a vraiment un désaccord et si ça peut mener à une rétorsion armée? En plus, c'est une vraie question. C'est d'autant plus vrai qu'on est face, j'ai l'impression, face à une espèce de militarisation du web dans la mesure où le complexe militaro-industriel américain tel qu'on le connaissait traditionnellement, avec des grosses entreprises qui sont des contracteurs du Pentagone et qui vont construire, avant ils faisaient des avions de chasse, etc. Aujourd'hui ils font du logiciel et on a une mutation comme ça de ce complexe militaro-industriel qui devient finalement un complexe militaro-industrialo-informationnel. Oui. Chez nous aussi, chez les Russes, c'est pareil. Et c'est une tendance de fond, effectivement, dans tous les grands pays, les grandes puissances mondiales. Bien sûr. Ce qui fait qu'on a une migration assez naturelle des conflits
avec ces nouveaux outils quelque part. Oui, d'une certaine manière. Oui, tout à fait. Même si on voit que malheureusement beaucoup de conflits ne sont pas virtuels. Alors j'ai une dernière, ce qui sera peut-être la dernière question. Adrien qui demande si les hackers russes sont parfois amenés à travailler avec leurs homologues chinois et nord-coréens. Alors j'aime beaucoup le choix de homologue. Peut-être, peut-être. Alors si je le savais, je serais très content parce que, mais malheureusement, on a là aussi des faisceaux d'indices ou de suspicions. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on sait qu'il y a des attaques qui sont menées, des attaques de déni de service qui sont menées contre des serveurs, contre des data centers allemands, français, américains, des sortes d'attaques par déni de service test pour voir la capacité de réaction qui sont menées. En tout cas, l'attaque passe par des routeurs chinois et russes. Vous voyez, on en est à ça aujourd'hui pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le oui, c'est ça, tout en sachant qu'une adresse IP, c'est pas une preuve. Enfin, c'est une preuve. Voilà, là, on parle même pas d'adresse IP. On parle encore de choses un peu plus élaborées que ça, mais on en est à ça. Moi, je dirais les seules personnes qui savent, qui ont la réponse à cette question sont les intéressés, c'est-à-dire les hackers nord-coréens. C'est ça, en fait, il va falloir qu'on attende le Edward Snowden russe ou chinois qui nous donnera peut-être quelques éléments de réponse. Exactement, c'est extrêmement compliqué à répondre à ce genre de questions. Je crois que c'est un bon moyen d'ailleurs de terminer cette petite émission qui, comme les attaques dont on parlait, est hybride elle aussi. C'est de répéter, et je pense qu'on ne le répétera jamais assez, que sur ces questions-là, il faut d'une, faire preuve de beaucoup de prudence. Absolument. De deux, ne pas avoir peur de dire qu'on ne sait pas. Oui. Parce que quelqu'un qui vous dit qu'il sait de toute façon, quelqu'un qui vous dira qu'il a les réponses à ces questions, de savoir qui a attaqué, qui est en lien avec qui, vaut mieux se méfier. Ou alors c'est quelqu'un d'extrêmement bien informé, il a outrepassé ses règles de discrétion. Auquel cas ça devient intéressant, mais c'est vrai que voilà, c'est des éléments, je pense qu'il est bon d'avoir en tête. Je ne sais pas combien vous êtes à nous avoir regardés, mais merci en tout cas d'avoir été là. Et puis on refera peut-être un second tome si on a du nouveau par rapport à tout ça, si l'élection française se fait pirater dans les grandes largeurs, ou même s'il y a d'autres évolutions par rapport à tout ce qu'on a évoqué ici. Merci en tout cas. Merci à vous. Et puis merci à vous. Merci à vous. C'est vrai.